Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'un plan aux échecs? Alors, c'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile aux échecs, c'est d'essayer de jouer dès le début de la partie avec une idée en tête, un plan à suivre. Alors, je voulais préciser une petite chose. Quand je parle de plan, il y a souvent des joueurs qui disent: «Dans cette partie, je vais attaquer» ou alors: «Dans cette partie, je vais plutôt défendre. J'ai un jeu défensif, j'ai un jeu offensif». C'est pas du tout de cela dont je parle quand je parle de plan. Heu, Vouloir attaquer, vouloir faire échec et mat à l'adversaire, tous les joueurs le veulent. Mais il faut que la position s'y prête. Il y a certaines positions qui sont des positions d'attaque, et pour réussir à transformer ces positions en victoire, on est obligé d'attaquer. Il y a des positions qui sont des positions de défense. On peut avoir un avantage, par exemple, on a une pièce de plus, mais notre adversaire a de l'attaque sur notre roi. Donc ce qu'il faut, c'est repousser l'attaque et ensuite faire fructifier sa pièce en plus. Mais quand je parle de plan, je parle dans la manière de placer ces pièces, de trouver un objectif, une stratégie, quelque chose à long terme. Alors, je vais vous montrer une ouverture très classique et extrêmement complexe, une des ouvertures les plus complexes de toute la théorie des échecs, pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors, je vais vous parler de la défense sicilienne, la variante dite du dragon, une ouverture qui a été jouée par presque tous les meilleurs joueurs du monde, pas forcément toute leur carrière, mais au moins pendant quelques parties. Ça commence comme ceci: E4, donc un coup extrêmement classique, la défense sicilienne, C7, C7. Voilà, donc un coup déjà dissymétrique qui empêche les blancs de mettre deux pions au centre parce que le pion serait échangé, mais voilà, qui ne touche pas par contre au pion E7, D7. Il y a plusieurs manières de traiter cette ouverture. Je vais passer assez rapidement sur les premiers coups parce qu'à chaque fois, il y a des branches très nombreuses et voilà, je voudrais arriver rapidement à la position critique. Cavalier F3, le grand coup. Donc ici, une nouvelle fois, il y a beaucoup de coups. On peut jouer cavalier C6, on peut jouer D6, on peut jouer E6, on peut jouer G6. Bon, ici, on va regarder une partie avec D6, le coup le plus classique, et D4, la variante dite de la sicilienne ouverte. Voilà. On prend le centre, on ouvre les lignes, et on va essayer de profiter d'une avance de développement. Puis on prend D4, cavalier prend D4. Pour pas exposer la dame pourrait reprendre, mais elle se retrouverait exposée, on va perdre du temps. Donc on joue cavalier prend D4. Ici, le plus souvent, les noirs jouent cavalier F6. Cavalier attaque le pion central, sort une pièce, donc je sors une pièce pour défendre mon pion central. Voilà, ici on a un très grand carrefour, disons, de la théorie des échecs, où il y a beaucoup de coups possibles. Ceci, dite la variante de Schevening, ça c'est la variante dite classique. A6, peut-être le meilleur coup, dite la variante de Najdorf. Par exemple, le célèbre champion du monde russe, Garry Kasparov, il a joué ce coup toute sa carrière. C'est le coup qui lui a permis d'être champion du monde en réalité. Voilà, il a joué ça toute sa carrière. C'est un très grand spécialiste de cette position. Ici, je voulais vous parler du coup G6. Alors, déjà, on peut parler de construction d'un plan quand on décide de jouer G6. Pourquoi? Si on regarde la position, on ne va pas jouer des coups au hasard. C'est une position extrêmement dangereuse pour les deux camps, et les noirs peuvent se dire ceci. Dans cette partie, les pièces blanches sortent très facilement, les deux fous ont des grandes diagonales ouvertes, les cavaliers sont bien centralisés, il a un pion au centre, il peut en avancer un deuxième F4, voire bon, un troisième, ça arrive souvent. Donc, les noirs vont se retrouver sous le feu d'une attaque assez rapide. Un joueur qui a un petit peu d'expérience s'en rend compte très vite. Et ils se disent, je ne peux pas garder mon roi au centre. Le roi au centre, les lignes du centre vont s'ouvrir et le roi au centre ne va pas survivre. Donc, il faut qu'il fasse le petit roi. Il sait qu'il ne va pas faire le grand roc parce que la colonne C est ouverte et donc le roi manquera d'un abri. Donc il faut faire le petit roc. Mais pour faire le petit roc, il faut bouger le fou F8. Vous suivez la chaîne de réflexion. Donc pour bouger le fou F8, il faut lui ouvrir une diagonale. La diagonale classique de développement du fou, c'est celle-ci, la diagonale A3 F8. Mais il se trouve qu'elle est complètement bouchée par le pion E7 D6. Donc on peut certes jouer E6, c'est un coup tout à fait respectable, vous savez que ça s'appelle la variante de Schevening, en disant je vais mettre le fou en E7 et petit roi. Malgré tout, le fou en E7, on sent qu'il manque de perspective au moins immédiate. Il est complètement bouché. Donc c'est pour ça que les joueurs de la variante dite du dragon préfèrent jouer G6 en disant qu'ils vont mettre le fou sur la grande diagonale, ensuite les cavaliers à un moment ou un autre vont bouger, et le fou, on appelle ça le fou du dragon, qui va, disons, cracher le feu du dragon le long de cette diagonale.
Voilà le coup G6. Ici, les blancs jouent le plus souvent fou E3, ils sortent une pièce, fou G7. Voilà. Et alors ici, voilà, ça c'est une position extrêmement connue de la théorie des ouvertures, et le coup qui va suivre, que presque tous les joueurs jouent dans cette position, en tout cas les joueurs expérimentés, l'histoire a montré que c'était et de loin le meilleur coup pour les blancs, c'est un coup incompréhensible si on n'essaye pas de raisonner en termes de plan, de se dire qu'est-ce qu'on va faire dans cette position, comment j'aborde cette position qui est dissymétrique et qui a l'air compliquée, parce que les pièces sont sur des cases qui ne sont pas forcément classiques. En tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir parmi, pour les joueurs notamment qui jouent souvent E4, E5, des parties beaucoup plus symétriques. Je vais essayer de vous guider jusqu'au coup, simplement en parlant des idées de cette position. Ici, que savent les blancs avant de jouer? Ils savent que les noirs vont faire petit roc, ça c'est sûr. Ils ont tout préparé, ils ont préparé une espèce de château fort, là, de forteresse à l'aile roi, donc les noirs vont faire petit roc. Les blancs pourraient très bien, s'ils veulent, jouer aussi petit roc. Par exemple, développer le fou. Je vous montre un exemple, fou E2, petit roc, petit roc. Voilà. Ça serait le plus logique et ce qu'on jouerait rapidement, si on devait jouer un coup. Mais l'expérience a montré que cette position, en réalité, elle manque de perspective pour les blancs. Parce qu'ensuite, quoi faire? On se dit, il va falloir à un moment ou à un autre que j'aille attaquer le roi des noirs. Oui, mais comment? Je ne vais pas avancer les pions devant mon roc, je risque d'affaiblir mon propre roi et je suis pas sûr du tout d'abîmer la structure de pions défensifs des noirs. C'est possible, on peut jouer. Il y a des parties qui existent avec F4 où les blancs essayent d'attaquer. Mais les noirs, normalement, n'ont pas de problème précis. Et on s'aperçoit que le fou G7, il va jouer un grand rôle sur la diagonale. J'ai beaucoup de mal à bouger mes pièces. Ce cavalier ne peut pas bouger, je vais perdre le pion E4. J'ai un petit peu de mal à me développer, alors que le développement des noirs est assez simple en fait. Ils vont mettre le cavalier en D7. Je vous montre souvent ce que ça donne. Cavalier D7, F4. Ils vont jouer, par exemple, parfois leur dame en C7, et puis A6, B5, fou B7, tour C8, et ils vont attaquer le long de la colonne semi-ouverte C. Ils vont poser des problèmes aux blancs. C'est pas sûr que les blancs arrivent à en poser facilement aux noirs. Donc, cette idée, elle est tout à fait jouable, fou E2, mais c'est pas très ambitieux. On pourrait rêver d'une idée plus ambitieuse, c'est de jouer grand roc. Si je réussis à jouer grand roc, la différence, c'est qu'on a une position qui serait de roc opposé. Ce qui veut dire que les blancs auraient les mains libres pour avancer leurs pions de ce côté-là, pour aller attaquer le roi des noirs et détruire leur structure de pions, puisque leur propre roi serait à l'abri de l'autre côté. C'est déjà beaucoup plus tentant de jouer cette stratégie. Alors, il faut savoir qu'elle est dangereuse, parce qu'évidemment, les noirs ne vont pas rester les bras croisés. Déjà, si je joue grand roc, ça veut dire que je place mon roi en C8, donc sur la colonne semi-ouverte des noirs qui pourraient en profiter pour amener une tour, une dame et essayer d'attaquer dessus. Vous voyez, je raisonne à très long terme. Là, je parle de l'occupation par les noirs de la colonne C par la tour, alors qu'il faut jouer au moins 4 ou 5 coups pour y arriver. Bon, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Malgré tout, l'idée de faire grand roc est tentante. Il y a une autre idée. Et ça, il faut le savoir, c'est que quand ces structures ont fianchetto, c'est-à-dire quand le fou arrive sur la case G7, j'ai du mal à attaquer de manière vraiment dangereuse si je n'élimine pas le fou. Le fou ici, le fou G7, c'est la pièce maîtresse de la défense des noirs. Donc, il faut que je réussisse à l'éliminer. Pour ça, il y a une technique très classique, c'est qu'on joue dame D2, une batterie sur les cases noires, et bon, je joue un coup quelconque, cavalier D7 par exemple, je joue fou H6. Ça force l'échange des fous. Alors, par exemple, si je joue grand roc, je peux échanger le fou, on apprend, et ensuite, mon plan serait assez simple, j'avance le pion, il joue ce qu'il veut, j'avance, quitte à le sacrifier, et s'il prend, la colonne H est ouverte, je suis ravi, et la dame débarque, et l'absence du fou fait que c'est probablement un mat rapide. Vous voyez, échec au roi, le roi s'en va, et là, bon, par exemple, on s'aperçoit que seul le cavalier empêche, le cavalier F6 empêche dame H7 mat, je peux jouer quelque chose comme, par exemple, cavalier D5. Attaque la dame, attaque le cavalier, attaque le pion. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, l'idée est la suivante. Si je réussis à éliminer le fou G7, j'ai des bonnes perspectives d'attaque. Voilà, donc déjà, on a beaucoup progressé dans l'étude de cette position. On a compris qu'il fallait jouer grand roc, on a compris qu'il fallait jouer dame D2
fou H6 pour éliminer le fou, et on a compris qu'on devrait avancer rapidement les pions G et H pour aller à l'assaut du roc des noirs. Maintenant, il faut faire attention au contre-jeu des noirs. Et ça, c'est la dernière phase, et ici, c'est la plus compliquée. Le coup logique, ce serait de jouer dame D2 tout de suite, parce qu'on dirait, on aurait l'impression qu'on fait deux bonnes choses à la fois. On prépare le grand roc et on prépare fou H6. Le problème, c'est que les noirs ici ont un coup très gênant, c'est qu'ils jouent, parce que bien sûr, ils ne vont pas se laisser faire, cavalier G4. C'est un coup embêtant parce qu'il menace simplement d'échanger ce fou. Et si ce fou est échangé, le fou E3, j'ai plus de moyen de me débarrasser du fou G7, de l'échanger moi-même le fou G7, et du coup, j'arriverai pas à mater. L'expérience a montré que si le fou G7 est toujours là, il n'y a pas de mat dans ces structures. Et j'ai pas de moyen de conserver correctement mon fou. Si je joue fou F4, il va me jouer E5, fourchette, je perds une pièce. Donc en fait, il n'y a pas de solution ici. Et c'est pour ça, après toute cette longue introduction, pour en arriver là, que le bon coup pour les blancs, ici, c'est le suivant, F3. Un coup extrêmement bizarre à première vue, mais si vous avez suivi toutes mes explications, vous comprenez très bien. F3, c'est un coup qui prépare dame D2, sans tolérer cavalier G4, et qui en même temps, d'ailleurs, prépare G4. Parce que moi, quand j'aurais joué grand roc, j'aurais envie d'envoyer mes pions G4, H4 à l'assaut du roc noir. Le problème, c'est que le pion G4, si je l'avançais tout de suite, eh ben, il est 2 fois en prise. Donc, il faut que je le soutienne. Donc ici, F3, c'est le meilleur coup de la position. Alors, ensuite, il y a des milliers de parties qui ont été jouées dans cette position, parfois des gains blancs, parfois des gains noirs. C'est une position extrêmement complexe. Je vais vous montrer rapidement une partie qui s'est déroulée selon le plan prévu, simplement pour vous montrer comment on peut essayer de poursuivre un plan tout le long de la partie, ou au moins tant que c'est possible. Ici, les noirs ont joué petit roc, ça c'est presque extrêmement commun, il n'y a pas d'autre coup très logique. Et donc, dame D2, on a compris pourquoi. On veut jouer fou H6, pas forcément tout de suite d'ailleurs, mais on prépare fou H6. Les noirs sortent une pièce, donc ici, il y a bon, ces histoires d'ordre de coups, savoir quel coup on joue en premier, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits juste sur cette position. Bon, ici, je vais vous proposer une partie avec G4 tout de suite, qui est un coup intéressant. On peut jouer petit roc, on peut jouer, pardon, grand roc, mais G4 tout de suite, c'est intéressant. Ici, le coup classique des noirs, c'est cavalier prend. L'idée, en fait, c'est de détourner le fou de la diagonale pour lui faire perdre du temps avant qu'il puisse s'échanger en H6. L'inconvénient, c'est que maintenant, j'ai la possibilité de jouer G5 et de l'échanger directement sur la grande diagonale. Bon, ici, les noirs jouent souvent fou E6. Ils préparent eux aussi leur attaque. Grand roc, dame A5. Voilà, ça, c'est une position très classique également. On s'aperçoit tout de suite que c'est une position presque typique de roc opposé, où chacun essaye d'attaquer le roi de son adversaire. On voit que les noirs ont déjà commencé à masser des pièces autour du grand roc des blancs, et que les blancs vont commencer à faire de même. Alors, ce qui est difficile pour bien jouer cette position, et là, dans ce genre de position, c'est vraiment du calcul, c'est qu'il faut alterner de manière subtile les coups d'attaque et les coups de défense. Ici, par exemple, on doit jouer A3. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on ne peut pas laisser ce pion ici parce que quand la tour arrivera en C8, il y aura des menaces de sacrifice en C3 suivi de dame prend A2. Donc, il faut jouer A3. Ici, imaginons tour C8. Les noirs placent leurs pièces. H4, en avant. Et là, c'est la course. Tour B8 pour pousser le pion B5. H5. Voilà. Alors, évidemment, il y a une erreur à ne pas faire pour les noirs, ça, c'est de prendre ici. Ça serait catastrophique parce que c'est vraiment jouer le jeu des blancs, c'est ouvrir des lignes sur l'Europe. Là, la position des noirs est probablement déjà perdue. Là, la moindre erreur est très grave dans ce genre de position et l'ouverture de la colonne G, avec, je sais pas, dame G2, tour G1 qui peuvent arriver, c'est très, très grave. Donc ici, il faut essayer au maximum de garder les lignes fermées, ne pas toucher au pion devant son propre roc. Ici, les noirs ne doivent pas toucher à leur structure de pion, et les blancs, maintenant, certes, ils ont dû jouer A3, mais il ne faut pas, par exemple, un coup comme B4 serait catastrophique. Bon, déjà, il y aurait le pion A3 en prise sur échec, mais indépendamment de ça, il ne faut pas toucher au pion devant son propre roc. Donc, on en était à H5. Ici, le coup classique, c'est B5. H prend G6. Voilà. Et là, tout a été essayé. H prend existe. L'autre prise existe. Peut-être le meilleur coup ici, d'ailleurs, est très surprenant, c'est de jouer B4. De même pas perdre son temps à reprendre le pion, mais d'ouvrir directement la position et alors
Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette position, mais si vous voulez à la maison, vous pouvez vous amuser à essayer de voir ce qui se passe. Ça peut vous occuper pendant longtemps. Ok, moi ce que je voulais vous montrer, c'est une partie où les noirs jouent H prend G. Alors, H prend G, bon, c'est très discutable. L'idée, c'est de garder une structure de pion compacte, voilà, qui a l'air assez solide. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça ouvre la colonne H. Mais, comme le fou G7 est toujours vivant pour le moment, on a du mal à en profiter. On ne peut pas, par exemple, tout de suite débarquer. Certes, je pourrais jouer dame H2, mais en fait, je menace rien. Vous voyez, la case H5 est contrôlée par le pion, H6 est contrôlée par le fou, H7 par le cavalier, et H8 par le roi et le fou. Donc dame H2 n'apporte pas grand-chose, et surtout, il y a B4 qui arrive, qui fait exploser le roc des bleus. Donc ici, le bon coup, c'est un coup assez malin, un coup à la fois d'attaque et de défense, dame G5. C'est un coup d'attaque parce que ça ramène la dame près du roi, et c'est un coup de défense parce que ça cloue horizontalement la dame noire. Ici, le coup B4, qui est le coup que les noirs veulent jouer pour exploser le roc des blancs, est impossible à cause du clouage sur la 5e rangée. Voilà. Et longtemps, on a cru que cette position était bonne pour les blancs, notamment à cause de la partie que je vais vous montrer. Et en fait, il y a quelques années, il y a un fort joueur russe qui s'est aperçu que D5 ici était extrêmement fort pour les noirs, parce qu'en fait, ça rompt le clouage. Maintenant, la dame est libre, et sur pion prend, on se donne même pas la peine de reprendre, on joue B4 directement. Et là, c'est la réponse du berger à la bergère, un petit peu. Les blancs ne peuvent pas prendre le pion E6 parce que c'est eux qui perdraient leur dame sur le clouage horizontal. Et leur roc va exploser. Ici, ouais, les blancs sont en grande difficulté. Bon. Donc sur D5, il ne faut pas prendre en D5. Bon. Avant, les noirs jouaient souvent A6 pour essayer de sortir du clouage et de se débrouiller. Donc je vous montre la partie. Tour D2. L'idée est claire, je veux doubler sur la colonne. Tour B7, tour H2, j'ai doublé, et dame C7. Voilà. Là, les noirs, alors ça leur a pris du temps, ça leur a pris d'ailleurs trop de temps, un temps de trop, vous verrez. Mais les noirs sont prêts maintenant pour jouer B4 et commencer leur attaque. Mais sauf que les blancs ici ont un coup gagnant. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer de chercher. Ici, il y a un gain blanc très joli, assez difficile à trouver, mais enfin, vous pouvez regarder quelques instants. C'est mat en 8 coups, si je ne me trompe pas. Ok, je vous montre la solution. Il faut jouer ici. C'est le seul coup qui gagne. Sinon, les noirs ont l'avantage, mais malgré tout, dame H6. Coup extraordinaire, sacrifice de dame, est un coup gagnant. Alors l'idée, imaginons que les noirs ne prennent pas, par exemple s'ils jouent B4, on menace mat grâce au fou D4, qui va faire un clouage terrible sur le cavalier F6. Regardez, dame H8 échec. L'adversaire est obligé de prendre. Tour prend H8, roi G7, tour H7, mat. Parce que, bien sûr, le cavalier F6 est cloué, ne peut pas prendre la tour H7. Ça, c'est la menace. C'est trouvable parce que c'est que des échecs au roi. C'est mat en 3 sur échec. Donc, c'est pour ça qu'ici, les noirs, a priori, prennent la dame, tour prend. Avec toujours la même menace, tour H8, roi G7, et la deuxième tour descend en H7, mat. Ici, il y a un seul coup qui évite ce mat-là, c'est il faut trouver une case de fuite au roi. Il n'y a pas de moyen de se dépêtrer de ce clouage. Si le cavalier bouge, par exemple, ce sacrifice qui a l'air tentant parce que ça bouche une tour, même au prix d'un cavalier, mais bon, on a une dame de plus, ça ne marche pas à cause de tour H8 mat directement. Vous voyez, le mat de l'opéra. Donc le seul coup pour les noirs ici, c'est de jouer G5. L'idée, c'est simplement, après tour H8, roi G7, tour H7, d'essayer de s'enfuir par la case G6. Voilà, de se trouver une petite case de fuite. Alors, ah oui, là c'est un conseil que je peux vous donner ici. Si vous regardez cette position, si vous prenez votre temps, je pense que vous apercevez assez vite que vous avez un match nul. Une répétition. Je vous montre, échec au roi, roi là, échec au roi, roi là, roi G6. Et là, vous pouvez répéter les coups. Tour H6, il est obligé de redescendre en G7. Tour H7, il est obligé de redescendre en G8. Tour H8, roi G7, tour H7, roi G6, etc. Donc, vous savez en fait que dans cette position, vous avez la nulle en poche. Pardon, après G5, vous avez la nulle en poche. Mais vous pouvez essayer de trouver mieux. Et effectivement, ici, les blancs ont mieux.
Alors, il y a plusieurs coups qui sont tentants ici. Tour prend F6 et l'un 2, avec idée sur pion prend F6, fou prend F6, et mat imparable en H8. Vous voyez, quel que soit le coup des noirs ici, tour H8, mat au prochain coup. Ça serait très joli parce que les blancs ont fait des énormes sacrifices, une dame, une tour, et ils gagnent. Malheureusement, sur tour prend F6, les noirs ne sont... Oh, pardon, excusez-moi, je suis revenu trop en arrière. Sur tour prend F6, les noirs ne sont pas du tout obligés excusez-moi, voilà, dame H6, ah oui, c'est sur B4, dame H6, fou prend H6, voilà, c'est la position que je voulais obtenir, tour prend H6, G5. Je disais, sur tour prend F6, les noirs sont pas obligés de reprendre directement, ils ont plusieurs coups intermédiaires un peu gênants. Donc, ça ne marche pas. Ici, le coup qui gagne est le coup suivant, fou D3. Alors ça, c'est un coup que je trouve extrêmement difficile à trouver, parce que c'est un coup qu'on appelle un coup silencieux. C'est au milieu d'une combinaison comme ça, quand on vient de sacrifier sa dame, avoir le courage de jouer un coup qui n'attaque rien, qui ne prend rien, un simple coup de développement, c'est très difficile. L'idée, elle est la suivante, je pense que vous l'avez vu, c'est de contrôler la case G6 avec le fou. C'est très logique, la case G6, c'est la case de fuite du roi noir. Si je la contrôle avec le fou, ça sera mal. Et on s'aperçoit ici qu'il n'y a pas de solution satisfaisante. Les noirs ne peuvent pas parer le mal. Je peux vous montrer un exemple. Par exemple, si je joue fou C4, qui est peut-être leur meilleure chance pour essayer justement d'éliminer ce fou, en se disant, le jour où il avancera pour me faire échec quand mon roi sera en G6, eh ben, je prendrai le fou. Ça ne marche pas. Vous pouvez essayer de voir. Là, tout est forcé. Je vous montre. Tour H8, roi G7, tour H7, roi G6. Alors, E5, échec. Donc, si le fou n'était pas en C4, ce serait échec et mat. Mais là, les noirs peuvent croire s'en sortir en jouant fou prend D3. Mais ça ne marche pas à cause de tour H6 échec, roi G7, pion prend F6, pion prend F6, fou prend F6, échec et mat. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr une partie très compliquée. Il y avait des moyens d'améliorer de manière différente le jeu des noirs à plusieurs reprises, mais je trouve ça intéressant quand même, c'est très instructif de s'apercevoir que la pièce qui fait échec et mat à la fin, c'est le fameux fou de case noire, qui était censé s'échanger contre le fou G7. On a réussi à se débarrasser du fou G7 carrément au prix de la dame, mais on s'aperçoit que ça valait le coup parce que, du coup, l'attaque sur case noire avec le fou de case noire a marché, le fou du dragon a disparu, et c'est le fou blanc qui fait échec et mat sur la grande diagonale noire. Alors, cette partie, je vous l'ai montrée parce qu'elle illustre bien que depuis presque les premiers coups, les blancs ont construit un plan. Quand ils ont joué, je me suis arrêté longuement pour vous expliquer la position sur le coup F3 dans cette position. Un coup vraiment mystérieux si on n'a pas compris tout le raisonnement des plans et tout le plan qu'ils ont construit pour arriver à cette position. Alors, bien sûr, la plupart des ouvertures aux échecs ne sont pas aussi compliquées, aussi tactiques et aussi difficiles à jouer que cette sicilienne dragon. Malgré tout, dans toutes les ouvertures et même dans toutes les positions, il faut savoir où on va. Voilà. Donc, le conseil que je vous donnerai pour finir cette vidéo, c'est simplement de ne jamais de jouer de coups au hasard. Il faut toujours avoir une idée. Notre idée peut être négative, j'ai oublié de vous le préciser, ça c'est une stratégie très commune, c'est si vous ne trouvez absolument rien à faire, inversez le raisonnement. Dites-vous, quel est le coup que mon adversaire va vraisemblablement jouer dans cette position, quand ce sera à son tour. Voilà. Et si ce coup m'embête, vous l'empêchez. On appelle ça le jeu de prophylaxie, c'est-à-dire on empêche l'adversaire de jouer un coup, mais au moins c'est mieux que de jouer un coup au hasard. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces quelques conseils vous seront profitables. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.